La dette publique française, qui n'est autre que la dette de tous les Français, va culminer en fin d'année à 120% du PIB, à cause évidemment de l'impact de la pandémie sur notre économie, récession, on le sait, historique de quasiment 11% a priori, c'est ce que nous dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. La France qui n'a pas eu d'autre choix évidemment que de s'endetter pour éviter voilà, une spirale, une dépression encore plus grave. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Ce préambule était important, on n'a pas eu le choix évidemment, il fallait, comme on dit, laisser jouer les stabilisateurs économiques, laisser les recettes fiscales s'effondrer sans réagir. Il fallait dépenser, soutenir, éviter le plus de faillites possible. Sauf qu'on entend de nouveau certains s'exciter et parfois on dit qu'on peut les comprendre aussi et nous dire que voilà, 120% de dette publique rapportée au PIB, on entre en zone rouge, attention danger. C'est vrai, si on regarde cette mesure rapportée au PIB, on se dit là, c'est au plus haut... c'est du jamais vu en France, mais si on regarde vraiment ce que ça coûte aux finances publiques du pays, chaque année, on se dit que pour l'instant, ça va, c'est gérable. Ça dépend comment on voit les choses. Oui, ça dépend comment on regarde les choses. C'est vrai que le choc est inédit, donc l'effet sur la dette publique est aussi exceptionnel. Comme vous l'avez dit, à la fois en raison des plans de soutien qu'on a vus partout d'ailleurs, il n'y a pas que la France, mais dans la plupart des pays, des plans importants de soutien pour éviter le crash économique et social. Il faut pas oublier aussi que les récessions génèrent des pertes d'activité importantes et donc de recettes fiscales élevées, et donc en fait on a une flambée sur la dette publique. Là maintenant la BCE fait le travail en fait d'assurer le refinancement sans difficulté des États. Donc c'est vrai qu'au niveau budgétaire ça change pour le moment pas grand-chose à l'État parce que l'État se finance à des taux de 0% sur 10 ans. Donc ça veut dire que tant que la BCE est là et fait le job, la trajectoire, cette dette publique reste soutenable. C'est ça que tout à fait. C'est-à-dire que ça montre bien aussi qu'est-ce que la soutenabilité d'une dette. Donc il n'y a pas de niveau absolu qui définisse finalement le niveau à partir duquel on ne pourrait plus rembourser. Et donc ça montre bien qu'il y a une question aussi institutionnelle. Oui, mais il n'y aurait pas, pardon, je vous coupe, mais il n'y aurait pas la BCE, on ne dirait pas ça. Alors à ce moment-là, la BCE derrière si la BCE avait pas la planche à billets et puis racheter comme des gorées la dette publique des États. L'Italie serait déjà certainement en risque de défaut. Mais ça avait déjà commencé dès le début de la crise de la pandémie. C'est-à-dire qu'on avait vu déjà des fortes disparités sur les marchés obligataires publics, et l'Italie était déjà dès le début dans l'œil du cyclone. À la fois parce que la crise sanitaire était élevée, que la dette italienne était déjà, on va dire, la moins sécurisée d'Europe, en tout cas la plus risquée. Et donc la BCE, pour éviter un éclatement de la zone euro, un risque d'éclatement, a fait ce travail-là d'un programme d'urgence de rachat de dette. Et donc on voit que la BCE sécurise justement mais le financement. Mais jusqu'où, Mathieu, est-ce que ce que fait la BCE est tellement puissant, hors norme, mais à la mesure de ce qu'on vit, que finalement, il n'y a que ça qui compte et la France n'a pas besoin de rester crédible auprès des investisseurs, des marchés et peut dépenser sans compter? Parce qu'à court terme, la BCE est là et qu'elle va acheter. Je ne crois pas qu'on puisse dépenser sans compter, parce que la question du remboursement se posera certainement à un moment donné. Là, on est dans des mesures d'urgence, et l'arbitrage a été fait partout comme ça, c'est-à-dire de dire il faut préserver, face à ce choc-là, il faut préserver le tissu productif, il faut préserver l'économie, l'emploi, il faut éviter les faillites, les licenciements, et donc il faut soutenir l'économie. Et cela, on l'a vu partout, et quand on voit les programmes qui sont mis en place par les autres banques centrales, que ce soit aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, c'est aussi colossal. On a des choses qui sont quand même hors normes. Mais la question, c'est est-ce que c'est tenable au niveau mondial? C'est plutôt ça, c'est-à-dire la France finalement fait partie de ce jeu de cartes global, n'est finalement qu'un pion à travers tout ça. La France en elle seule n'est pas plus à risque qu'un autre pays globalement, peut-être à part l'Allemagne, mais finalement n'est pas dans une situation qui est tellement plus à risque que les autres. Donc ça veut dire que c'est pas de la science-fiction, on n'est pas à l'abri qu'un jour les marchés prennent peur, s'interrogent. Oui. La menace, elle est lointaine dans l'inconscience, mais elle n'est pas impensable. Elle n'est pas impensable. La vraie question, c'est si la BCE change de stratégie. C'est plutôt le rôle des banquiers centraux qui est extrêmement important et qui rendrait à ce moment-là insoutenable le refinancement des dettes. Et ça, ce qui poserait
beaucoup de difficultés. Alors on n'est pas dans ce scénario-là parce que les conséquences seraient dramatiques. Et il y aurait beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Mais il y aura quand même la question de la sortie de crise qui va se poser. C'est-à-dire que la BCE a accepté de jouer le rôle en fait d'assureur, de prêteur en dernier ressort de façon à garantir que ces dettes coûtent peu cher. Mais peut-être qu'en contrepartie, ça sera la phase 2, mais qui n'arrivera pas tout de suite, qui sera la question de la consolidation budgétaire, certainement. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester perpétuellement avec 10 points de déficit public et qu'à un moment donné, on va demander... Oui, mais encore une fois, quelle est la limite? Je veux dire, on peut très bien aller à 120, 130, 140, 150 points de PIB. Les Japonais sont à 200 et ils n'en sont pas morts pour autant. Non, alors la petite différence avec le Japon ou les États-Unis ou le Royaume-Uni, c'est que voilà, on est quand même 19 pays dans une zone. Et donc, la politique monétaire va s'appliquer à ces 19 pays. Et on voit que justement, cette gestion-là entre les pays d'Europe du Nord et du Sud peut être différente. Et on le voit bien, le petit son sur la question de la monétisation de la dette perpétuelle. On n'a pas du tout les mêmes échos au nord de l'Europe et au sud de l'Europe. Donc, et la BCE est indépendante là-dedans. Donc, de toute façon, on ne va pas dicter notre politique à la BCE. On peut avoir donné des avis, s'exprimer, mais de toute façon, on voit quand même qu'il y a cette difficulté-là, c'est qu'il ne faut pas croire que l'argent est magique ou purement magique, mais en même temps, on voit que la BCE peut faire beaucoup. Donc c'est dans cet intervalle où ça va être compliqué, et c'est de savoir aussi quelle va être la position de la BCE, parce que on va dire que tout le monde a beaucoup à perdre à laisser, enfin, en tout cas, à se retirer trop vite, et qu'il y a des engagements communs. Et donc, y compris pour les Allemands ou les pays d'Europe du Nord, ils seraient extrêmement en difficulté si l'Europe du Sud se retrouvait avec des difficultés de financement ou des risques de défaut. Ouais, c'est vrai qu'on se dit que l'Italie, Mathieu, on se dit que l'Italie, en cas de problème, serait touchée évidemment avant la France, a priori. Oui. Et là encore, on se dit qu'est-ce qui va se passer? La BCE sortira l'artillerie lourde, encore plus lourde, avec encore plus de munitions, pour casser toute spéculation sur un éventuel défaut ou sortie de la troisième économie de la zone euro. Donc, oui, mais du coup, ça montre bien que la contrainte politique est difficile derrière. C'est-à-dire que on voit que quand les États ou les banques centrales ont besoin de trouver des ressources pour financer des crises, et donc là on est vraiment face à des crises très importantes, il y a des possibilités de dégager. Donc ce qui est difficile après, c'est du coup de revenir à une situation normale. Et de dire, bah non, mais en fait, il faut quand même faire des efforts budgétaires, il faut trouver des nouvelles ressources pour financer les dépenses, et politiquement, ça devient assez compliqué, ça. Parce que derrière, la BCE ne pourra pas rester dans cette politique monétaire hyper accommodante ad vitam aeternam, jusqu'à la fin des temps. C'est là où certains se disent, mais elle va être là pour toujours. Non, elle peut pas. Parce que ça peut créer des bulles sur d'autres actifs financiers. On voit bien que les bourses qui montent, l'immobilier qui peut remonter. Oui, tout à fait. Et puis elle a un mandat. Son mandat est effectivement aussi, d'abord elle est indépendante et donc elle a aussi un objectif d'inflation et elle n'est pas là pour effectivement garantir éternellement le refinancement des États à un taux zéro. Ce qu'elle essaie de garantir, c'est la stabilité de la zone euro et éviter un éclatement. Donc la question, elle va être après. C'est-à-dire que là, l'urgence, quelque part, elle n'a pas le choix. C'est-à-dire d'appliquer cette politique-là pour éviter une catastrophe économique au niveau de la zone euro. Mais par contre, va se poser la question de la phase 2 et du règlement de la dette publique et à quelle vitesse on va devoir le faire et quel va être le rôle de la BCE. Parce qu'effectivement, il y aura la tentation, par exemple, de les financer un certain nombre de plans de relance, de plans de relocalisation, un certain nombre de... Mais qui sont d'ailleurs justifiés peut-être d'un point de vue économique. Qui sont justifiés d'un point de vue économique. La question, c'est est-ce que ça doit être... Est-ce que c'est par les ressources de la BCE en tout cas, est-ce que c'est un financement? Ce que la BCE peut faire, c'est dire, je vous garantis, en tout cas, des prêts à des taux bas, quoi. Mais par contre, si vous avez des nouvelles dépenses structurelles, il va falloir trouver en face des ressources structurelles. Vous ne pouvez pas le financer à crédit de façon éternelle. Donc c'est là le grand débat de ce qui va être de la limite, de ce que la BCE va prendre à son compte comme les mesures d'urgence, et après, à plus long terme, qui vont être des mesures de relance, qui n'ont pas forcément à être financées de la même façon. Donc en fait, à la question, parce que moi c'est ça la question derrière, mais on tourne autour, mais personne n'a la réponse. Jusqu'à quand est-ce que la France peut s'endetter ou vivre à crédit sans que ça provoque un emballement, encore une fois, un effondrement, en tout cas un emballement et une peur des marchés? Eh bien, on ne sait pas. Mais non, on ne sait pas. Je pense que c'est pas, entre guillemets, c'est assez effrayant, mais c'est pas la question du jour. Quelque part, enfin c'est notre question du jour, mais c'est pas la question aujourd'hui, la priorité des gouvernements. Je pense que ça sera une des grandes questions, d'ailleurs je crois que vous allez en parler après, mais du mandat d'après, c'est-à-dire du second mandat, c'est-à-dire à partir de 2022. D'ailleurs on le voit avec la crise de Lehman Brothers, entre le moment où il y a eu la crise de Lehman Brothers et le moment où on a mis en place des politiques de consolidation budgétaire, il y a eu à peu près 2 ans et demi.
Donc on sera pile dans le timing du mandat d'après, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette dette Covid, ces plans de relance, est-ce qu'il va falloir trouver des nouvelles ressources, est-ce qu'on trouve une mutualisation de cette dette au niveau européen, quel est le rôle de la BCE là-dedans, mais attention, c'est-à-dire que la BCE va être aussi à un moment donné, va demander à ce que les États fassent des efforts en contrepartie justement de la stabilité de la zone euro. Voilà, merci en tout cas. Point de vue explication signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département des prévisions de l'OFCE. La prochaine fois, vous venez nous voir en plateau, hein, Mathieu. Avec plaisir, On la vous prochaine attend. fois. Allez, bonne journée. Merci, au revoir.